Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Héloïse d'Ormesson, présentent Himmler, tome 1, 1900, septembre 1939, de Peter Longrich, lu par François Cottrell. Prologue. L'après-midi du 23 mai 1945, soit plus de 2 semaines après la capitulation de l'Allemagne, un groupe d'une vingtaine de personnes suspectes, des civils et des militaires allemands capturés 2 jours plus tôt, fut transféré dans le 31e Civilian Interrogation Camp des forces armées britanniques, non loin de Lüneburg. L'officier de service, le capitaine Sylvester, se chargea de l'interrogatoire de routine des prisonniers. Un par un, les hommes durent se présenter dans son bureau pour répondre à ses questions et confirmer leur identité. Il s'était attelé à la tâche depuis un moment déjà, quand les plantons lui firent savoir que 3 des prisonniers qui attendaient à l'entrée de son bureau faisaient un esclandre. Ils exigeaient de le rencontrer sur le champ. C'était tout à fait inhabituel. D'expérience, Sylvester savait que la plupart des prisonniers veillaient le plus possible à ne pas attirer l'attention. Soudain curieux, il ordonna que les 3 hommes lui soient amenés. Dans son bureau entra alors un personnage de taille relativement modeste, souffreteux, l'air miteux dans ses vêtements civils, suivi de 2 autres plus grands à l'allure ouvertement martiale, portant un mélange d'effets civils et militaires. Tous 3 étaient soupçonnés par les Britanniques d'appartenir à la Geheime Feldpolizei. Sylvester envoya les 2 derniers pour observer de plus près le plus petit, qui était visiblement le meneur. Retirant un bandeau noir qui lui couvrait l'œil droit, celui-ci chaussa des lunettes à monture de corne et d'une voix calme se présenta comme celui sur l'identité duquel il était désormais impossible de se méprendre, Heinrich Himmler, ancien Reichsführer SS, chef de la police allemande, commandant en chef de l'armée de réserve de la Wehrmacht, ministre de l'Intérieur du Reich. Sylvester fit immédiatement appeler le capitaine Smith, le principal responsable des interrogatoires. Pour plus de certitude, ils demandèrent à Himmler de leur fournir une preuve écrite. Himmler, qui craignait manifestement qu'on cherchât à lui extorquer des aveux, commença par refuser, puis finit par accepter à la condition que la feuille soit déchirée dès que l'on aurait comparé sa signature avec une copie disponible dans le camp. Une fois cette question réglée, Sylvester entreprit de fouiller personnellement le prisonnier. Il trouva d'abord des papiers au nom d'Heinrich Hitzinger, sergent dans la Wehrmacht. Puis, dans la veste d'Himmler, il tomba sur une petite boîte qui contenait une minuscule ampoule de verre pleine d'un liquide translucide. Comprenant qu'il s'agissait d'une capsule de cyanure, Sylvester demanda à Himmler, de la façon la plus innocente qui soit, ce que renfermait l'ampoule. Son prisonnier lui répondit que c'était un médicament contre les maux d'estomac. Poursuivant sa fouille, l'officier britannique découvrit une seconde petite boîte, vide. Il en conclut qu'Himmler devait dissimuler sur lui, peut-être déjà en lui, une autre capsule mortelle. Le prisonnier fut alors soumis à une fouille pénible et minutieuse de ses orifices corporels, mais la cachette la plus évidente et la plus dangereuse, la bouche, fut sciemment ignorée. Au lieu de cela, Sylvester commanda du thé et des sandwichs au fromage, qu'Himmler accepta de bonne grâce, sans pour autant retirer de sa bouche un quelconque objet suspect. Il refusa catégoriquement de passer l'uniforme britannique qu'on lui avait offert pour remplacer ses vêtements confisqués. Il redoutait d'être photographié et que les clichés servent à des fins de propagande. Il resta donc assis en sous-vêtements, une couverture sur les épaules, face au capitaine. Ses compagnons se présentèrent comme l'Obersturmbannführer Werner Grothmann, aide de camp du Reichsführer SS, et le Sturmbannführer Heinz Macher, un autre membre de son état-major. Dans la soirée, un officier des services secrets plus élevé en grade les rejoignit et commença à interroger le prisonnier. Pendant ce temps, les Britanniques débattaient du moyen de récupérer sans dommage la capsule de poison,
qui, se doutait-il, se trouvait dans la bouche d'Himmler. On demanda à des médecins militaires s'il serait possible de le droguer pour lui faire perdre conscience, mais cette solution fut rejetée comme étant trop risquée. L'interrogatoire ne prit fin que vers minuit. Himmler fut transféré au quartier général de la 2e armée britannique à Lüneburg. Comme le constata Sylvester, tout au long de son séjour au camp 31, Himmler s'était comporté avec empressement. Il s'était montré disposé à répondre aux questions des officiers britanniques, leur ayant même parfois laissé l'impression d'une certaine jovialité. S'il avait au début semblé souffrant, il s'était ensuite visiblement repris, après avoir pu se restaurer et se laver. Une fois à Lüneburg, Himmler fut soumis à une visite médicale complète. À cette occasion, le médecin, le capitaine Wells, aperçut dans la bouche que son patient n'avait accepté d'ouvrir que contraint et forcé la pointe bleue d'un objet. Il tenta donc de retirer le corps étranger. Aussitôt, Himmler détourna violemment la tête, croqua la capsule et s'effondra. Un quart d'heure plus tard, les Britanniques, n'étant pas parvenus à lui faire cracher la substance toxique, abandonnaient tout espoir de sauver leur prisonnier. Un examen plus approfondi révéla qu'il avait effectivement absorbé une dose de cyanure. 3 jours après sa mort, Himmler fut mis en terre. N'étaient présents qu'un officier et les 3 sergents britanniques qui avaient creusé la tombe. Il n'y eut pas de cérémonie religieuse, la sépulture resta anonyme. Le comportement d'Himmler durant ces derniers jours fut contradictoire. Contrairement à d'autres dignitaires nazis, il ne s'était pas supprimé, mais s'était caché, avec toutefois un tel amateurisme que ses compagnons et lui étaient voués à être capturés tôt ou tard. Quand il était ensuite tombé aux mains des Alliés, il leur avait fait savoir qui se tenait devant eux, puis avait fui malgré tout ses responsabilités en se suicidant. Son attitude, à l'opposé des vertus d'un chef SS, vertus dont il s'était lui-même fait l'apôtre, qui affirmait entre autres qu'il fallait avoir le courage de ses actes, aussi abominables qu'ils aient pu être, déçut considérablement ses hommes. Si bien que, même dans les rangs de ses anciens fidèles, la renommée posthume du Reichsführer fut pour l'essentiel négative. L'après-guerre ne verrait pas naître une légende d'Himmler. En mai 1945, Himmler s'était simplement laissé porter par le flot des millions de réfugiés et de soldats. Sa fin semble tout aussi énigmatique que sa carrière au service du national-socialisme. Comment un personnage aussi falot a-t-il pu accéder à un niveau de pouvoir aussi exceptionnel ? Comment le fils d'une bonne famille de fonctionnaires catholiques bavarois a-t-il pu devenir l'organisateur d'un système génocidaire s'étendant à toute l'Europe ?